Merci Corinne pour le travail que tu vas faire, c'est-à-dire laisser une archive de l'exposition qui commence dans 2 jours. Non, que dis-je, qui commence demain. Alors tu m'as préparé un petit, comment dire, un petit mode d'emploi à suivre. Pourquoi l'entreglose, pourquoi l'entreglose à l'abysse, quelques mots sur ce qui est exposé, etc. Je propose de le suivre. Alors, pourquoi l'entreglose? Tout simplement à cause de Montaigne. Et Montaigne, mort en 1592, si je ne m'abuse, est un auteur, à mon avis, très contemporain. Je le lis de plus en plus, et surtout depuis que je me sens tout proche, disons, de la porte qui ne s'ouvre qu'une fois, pour parler comme un de mes amis qui s'appelait Jean Laude. Avant de commencer à répondre pourquoi l'entreglose, je voudrais dire encore quelque chose à l'âge que j'ai, donc, c'est-à-dire pratiquement 86 ans. Je pense à Montaigne disant « Je voudrais que la mort me prenne en train de planter mes choux, insoucieux d'elle comme de mon jardin inachevé. » Moi, planter les choux, ça veut dire faire des tableaux. Insoucieux d'elle comme de mon jardin inachevé, c'est-à-dire de mon œuvre inachevée. J'espère que quand la mort viendra, eh bien, ce que j'aurai fait en tant que peintre, en tant que peinture, sera, comme disait Marcel Duchamp, définitivement inachevé. Alors, pourquoi l'entreglose? Ben parce que j'ai pris ça chez Montaigne, dans le 3e livre des essais, dans le dernier chapitre, 13 je crois, mais bien connu et qui s'appelle « De l'expérience », il dit la chose suivante. Il y a plus à faire à interpréter les interprétations qu'à interpréter les choses, et plus de livres sur les livres que sur autre sujet. Et il conclut, nous ne faisons que nous entregloser. Et puis ensuite, un peu plus loin, il dit aussi, tout fourmille de commentaires. Et eh bien, ce verbe, ce vocable, cette entreglose, c'est-à-dire un entrelac de glossa, c'est-à-dire de la langue, et de la langue qui peut être aussi bien la langue parlée que la langue écrite, qu'une langue française qui se mêle à une langue étrangère, ou bien 2 langages complètement différents, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la littérature et quelque chose qui est de l'ordre de la peinture. Voilà ce que j'ai eu envie de mettre en train. Et pour le dire autrement, ce que j'expose à l'abysse se situe dans le droit fil de cette citation de Montaigne que je viens de rappeler, mais je revendique l'obliquité d'un écart. C'est-à-dire, au lieu de faire un commentaire dans un livre écrit sur des livres écrits, je me permets de faire un commentaire peint sur des livres qui sont écrits. Et ce commentaire, je ne voudrais pas qu'il soit de l'ordre tel qu'il ajoute encore plus de commentaires à tous les commentaires qui sont mis à la disposition des étudiants dans la BIS. C'est-à-dire que je voudrais d'une part élargir le champ du commentaire, d'autre part en faire moins tout en faisant plus, et en faire moins en me disant comment me taire, comment oblitérer le langage, comment passer dans un langage différent que celui de la peinture pour qu'il y ait moins de commentaires écrits tout en ayant quand même plus de commentaires, c'est-à-dire mettre, la littérature, l'écriture au risque de la peinture. Et c'est en gros ce que j'ai essayé de faire. Bon, c'est quelque chose que je pourrais développer à l'infini, mais je préfère passer à la deuxième question qui est « et pourquoi quelque chose qui s'appelle l'entreglose à l'abysse », c'est-à-dire à ce qui autrefois s'appelait la bibliothèque de la Sorbonne. Ben, comment te dire, c'est difficile d'aller dans l'impudeur totale, c'est-à-dire de mettre mon cœur à nu. Mais enfin, je vais le faire un petit peu quand même. Hein. C'est dans cette bibliothèque que j'ai rencontré, que j'ai fait l'expérience de l'angle fusant d'une rencontre. Je mets des guillemets, l'angle fusant d'une rencontre, comme dit René Char. C'est-à-dire que c'est dans cette bibliothèque, alors que j'étais
tout simplement un étudiant vers la fin des années 50 que j'ai rencontré, disons, la femme qui, depuis, partage ma vie et plus que ma vie, mon corps, mon cœur, mon esprit, je lui dois tout, d'une certaine manière. Et c'est quelque chose un petit peu d'ordre sentimental et totalement symbolique que cette envie que j'ai eue d'essayer de venir ici, dans l'abysse, pour bisser, si on peut dire, c'est-à-dire pour reproduire cette dynamique d'un couple à l'état naissant et qui s'est produit qu'une seule fois pour moi et dont les répercussions sont encore actuelles. Voilà pourquoi une exposition à propos de l'anthroglosse dans ce lieu, à savoir ce qui autrefois s'appelait la bibliothèque de la Sorbonne. Alors, ce qui vient ensuite, c'est quelques mots sur ce qui est exposé sur les vides du couloir Saint-Jacques. C'est compliqué et c'est complexe, c'est difficile et long à dire. Mais je vais essayer d'être bref. Dans le couloir Saint-Jacques, j'ai essayé d'entregloser deux fils. Le couloir Saint-Jacques, si on le regarde bien, du côté de la salle Labrousse, il y a un long mur avec des portes permettant d'aller dans la salle Labrousse, c'est-à-dire la bibliothèque consacrée à l'histoire, hein, sauf erreur de ma part. Et là, il y a des tableaux qui sont sur le mur. En face de ce mur-là, si on traverse ce couloir dans sa largeur et pas dans sa longueur, on se retrouve à un petit peu de mur, mais beaucoup de fenêtres. C'est le seul endroit où il y a des fenêtres. Et comme comme ce qui me travaille, ce sur quoi je travaille depuis en gros le début des années 1990, c'est ce que j'appelle le cycle de cheval à vélo. Et pourquoi cheval, c'est compliqué. C'est parce que j'essaye d'y remettre en scène et en scène le facteur cheval, c'est-à-dire quelqu'un de très naïf, dans une lutte avec quelqu'un qui également est décédé, mais que je ressuscite pour l'occasion, et qui est non pas le très naïf, mais le moins naïf de tous les artistes du XXe siècle, c'est-à-dire Marcel Duchamp. Donc je mets en scène depuis 1992, je crois, c'était une exposition à Bruxelles pour la première, cette espèce de joute entre le plus naïf et le plus roué, en les mettant tous les deux sur une bécane, sur une bicyclette. Et je dirais peut-être pourquoi je fais ça, mais en tout cas, toujours est-il que dans le couloir Saint-Jacques, c'est exposé sur les simèses côté mur. Et en face, il y a des fenêtres, et j'ai eu envie de faire quelque chose qui s'appelle « à cheval sur la fenêtre ». L'expression « à cheval » est une expression bizarre. Par exemple, je veux bien dire, on dit de quelqu'un, il était à cheval sur sa chaise. Mais si jamais je disais, je voyais un quadrupède à cheval sur un âne, et que ce quadrupède soit un cheval, je pourrais aussi bien dire cet animal était à cheval sur un âne. C'est-à-dire que tout à coup, on s'aperçoit que c'est une figure de rhétorique que les gens qui faisaient des traités de rhétorique appellent une catacrèse, c'est-à-dire c'est quelque chose que la langue invente quand il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autre mot pour désigner cette tournure, cette locution. Et ce « à cheval sur la fenêtre » veut dire qu'on est et d'un côté de la fenêtre et de l'autre. C'est-à-dire que peut-être il s'agit de passer au-delà de la fenêtre. Et c'est pourquoi j'ai souhaité, d'une part, entraîner les spectateurs qui, quand ils se tournent du côté mur, eh bien, voient des tableaux, les entraîner à faire cette révolution qui consiste à se détourner du mur pour aller voir ce qui se murmure, si on peut dire, sur des sortes de tableaux translucides, c'est-à-dire des rhodoïdes, et qui ont été simplement scotchés sur les fenêtres. Et si on veut, on peut à ce moment-là s'apercevoir
qui a des dessins, qui a des histoires, qui a les mêmes histoires que ce qu'on pourrait voir sur les tableaux juste en face sur le mur, mais que plus on monte vers le haut de la fenêtre, et plus c'est quelque chose qui prend de l'air, qui prend de l'altitude, qui finalement se détache toujours sur les mots ciel. Et finalement, quand on arrive vers le haut, il n'y a plus que le mot ciel qui est écrit sur des rhodoïdes, mais au travers duquel on peut pratiquement apercevoir le ciel qui est au-delà. C'est-à-dire que plus on est en bas des fenêtres, plus on a affaire à une série d'œuvres qui vont prendre de l'envol, qui vont faire de l'échappée belle et qui vont prendre des ailes pour nous entraîner non plus vers les ciels de peinture. Je rappelle que le mot ciel a deux pluriels. Quand il s'agit d'un ciel dans un tableau, on peut dire que, je ne sais pas, que les ciels d'un peintre qui s'appelait Claude Lorrain, hein, bon, enfin, ou bien Poussin, sont magnifiques. Mais si je parle des cieux qu'on peut voir en Provence, par exemple, au bord de la mer, eh bien le mot ciel donne cieux. Quand c'est un ciel artificiel, on dit des ciels, et quand il s'agit de ciel naturel, on dit des cieux. C'est-à-dire que tout à coup, on peut s'apercevoir que, au lieu de se focaliser sur la fenêtre, en étant à cheval sur elle, c'est-à-dire d'un côté et de l'autre de la vitre, il s'agit ni plus ni moins d'une injonction, d'une invitation à aller bien au-delà de la fenêtre pour passer de la culture, c'est-à-dire la peinture, à la nature, c'est-à-dire le ciel lui-même. Autrement dit, on est là tout proche ce que prônait un artiste qui s'appelait Robert Filliou, mort dans les années 80. J'ai d'ailleurs une fois exposé en sa compagnie et en compagnie de 2 ou 3 autres personnes. Et Robert Filliou avait cette phrase « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». C'est-à-dire que pour lui, qui dans sa vie faisait en sorte que l'espace de l'art et l'espace de la vie coïncident, eh bien, il s'apercevait qu'il fallait peut-être laisser tomber l'espace de l'art pour passer dans la vie, et puis d'y revenir dans une sorte de dialectique. Et malgré tout, et cette phrase est citée sur la fenêtre, malgré tout, ce qui est plus important quand on regarde les œuvres sur les fenêtres, c'est de regarder bien au-delà. Il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont j'essaye aussi d'y interpréter et de commenter quelque chose qui a été une grande œuvre du XXe siècle et qui est ce qu'on appelle le Grand Verre de Marcel Duchamp, qui porte un autre titre, c'est comment dire, zut, tellement célèbre que j'en ai oublié le titre, c'est la mariée mise à nu par ses célibataires même. Voilà, elle est mise à nu, c'est-à-dire elle est mise dans les nuages. Pas seulement elle est mise dans la nudité, dans l'état de nudité, mais elle est mise dans les nuées. Et c'est bien ça. Si Marcel Duchamp avait voulu faire ce tableau sur un mur opaque ou sur une planche de bois, il l'aurait fait. S'il a fait sur du verre, c'est parce qu'il nous invite à passer au-delà de ce qui est de l'ordre de l'art et qu'il y montre et qui relève donc de la vie et qu'il s'approche de ce que pouvait dire Robert Filliou, l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Je pense que j'ai un petit peu répondu à ta question, Corinne, mais j'ai envie de dire que j'avais une autre inspiration pour ce qui en est des œuvres qui sont sur les vitres. Et je dois dire que c'est un peu une première, non pas une première. En Belgique aussi, je suis déjà intervenu sur un mur entier dans une galerie et c'est resté à demeure, c'est pérenne. Une œuvre qui est simplement sur le verre et on peut voir ce qu'on voit au-delà de la vitrine d'un pan de mur qui est tout en verre dans cette galerie. Ce sont des œuvres de poètes. Et en l'occurrence, c'est Michel Léris, dans un recueil qui s'appelle Brisé. Je vais essayer de citer de mémoire un de ses textes qui m'a inspiré cette œuvre-là.
je me souviens par cœur de la fin, je suis moins sûr du début. Voici ce qu'écrit Michel Uris, bien connu, je pense, c'est-à-dire celui qui a écrit L'Âge d'Homme, la série, La Règle du jeu, Fibri, etc., et qui fut un grand spécialiste de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique fantôme, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est sa manière de jouer sur les mots. Par exemple, dans Glossaire, il a écrit un glossaire, et là-dedans on y trouve une définition du mot jouissance, et c'est une œuvre qui, je crois, est en exposition, et je l'ai mis que c'était un hommage à Michel Uris. Le jouissance, il donne la définition jusqu'où, en jouant, se hissent mes sens. Ou alors, si le mot identité, voici la définition, hydre entêté, etc., etc. Alors, voici donc ce que dans Brisé, il écrit. Il dit « L'homme est un arbre mobile, et de même, l'arbre est un homme enraciné. » Et alors il continue ensuite en disant que le ciel est de la terre subtile et que la terre est du ciel épaissi. Bon, là j'ai cité à peu près, je ne crois pas m'être trompé, mais je me souviens toujours de ce terme épaissi. Et la terre est du ciel épaissi. Puis il met un point. Il a terminé sur épaissi, on pense que c'est fini. Non, c'est un point-virgule. Et tout à coup, il repart. On est presque en musique. Et si je vois un chien qui court, tu vois, on s'était arrêté sur épaissi. Et si je vois un chien qui court, c'est tout autant la course qui chienne. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'il invente le verbe chienner. Mais il invente à partir, et si je vois un chien qui court, c'est tout autant la course qui chienne. Et donc, je me suis dit, voilà comment m'est venue cette inspiration. Je me suis dit que le chien qui court, la course, l'oiseau qui vole, le vol, et donc l'œuvre qui est à cheval sur la fenêtre porte un deuxième titre qui est au vol qui oiselle, c'est-à-dire j'ai imité c'est tout autant la course qui chienne. La course devient le vol, et qui chienne, du verbe de l'oiseau, j'ai fait le verbe oiseler. Au vol qui oiselle, c'est-à-dire à l'envol qui transforme tout ce qui est mis sur le rhodoïde, sur la vitre, en oiseau, et qui donne l'envie de s'élever, de s'en aller dans le ciel, et d'y faire la plus belle des échappées. Je pense que j'ai défini là un peu comment un certain nombre des œuvres que j'ai pu faire dans ma vie prennent leur origine très exactement dans des livres. Et j'ai envie, puisqu'il a écrit qui sont les auteurs qui ont inspiré des œuvres et pourquoi. Ça serait trop long de dire qui sont les auteurs. Là, il s'agit bien effectivement des auteurs et pas des artistes. Parce que s'il s'agissait des artistes, il n'y a pas à dire l'artiste qui a fait de moi un peintre alors que j'étais angliciste, c'est Paul Klee. C'était un grand tournant de ma vie. À l'âge de 20 ans, je découvre l'œuvre de Klee que je ne connaissais pas. J'étais sur le point d'achever des études d'anglais que j'ai poursuivies pour pouvoir avoir ensuite du temps pour devenir peintre, et j'ai mis 20 ans de plus à devenir plasticien. Donc je suis passé de l'angliciste au plasticien. Mais si j'en m'en tiens aux auteurs, alors là, il y en a une kyrielle. Il y en a une kyrielle. Mais ça peut être tout à fait rien que des poètes. Par exemple, Cummings. Je sais, Corinne, que nous partageons le même intérêt, la même admiration pour les poèmes de E.E. Cummings. Mais il y en a bien d'autres. Et si je parlais, je pourrais ponctuer tout ce que je vais dire avec des phrases de René Char. Par exemple, je ne sais pas ce que je vais dire maintenant, tu vois. Je pourrais dire avec René Char, les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous savons, ce que nous ignorons d'eux, etc., etc. Mais Emily Dickinson, par exemple,
extraordinaire, hein, bon, enfin, et bien d'autres, et bien d'autres. Néanmoins, dans la galerie, pardon, oui, dans la salle Jacqueline de Romilly, qui est celle où j'ai étudié quand je préparais l'agrégation d'anglais. Et à ce moment-là, on avait le plaisir, le pouvoir d'aller dans ce qu'on appelait l'enfer de la bibliothèque. Tant qu'on n'était pas agrégatif, on ne pouvait pas entrer dans cet enfer. C'est incroyable. Et je me souviens d'avoir lu Les Mille et une Nuits dans l'édition Mardrus, la traduction Mardrus, c'est-à-dire pas celle de Galland du XVIIIe siècle. C'est-à-dire il y a 12 ou 14 volumes, et non expurgés, c'est formidable, un érotisme extraordinaire. Bon, enfin, je reviens donc à ce que j'expose en ce moment dans la galerie Jacqueline de Romilly. J'expose un livre dit d'artiste. Et ce livre dit d'artiste a pour inspiration un livre qui est le Tractatus Logico-Philosophicus, le Tractatus de Wittgenstein. Sauf erreur, c'est un livre qui est paru en 1921 et qui, comme il l'avait concocté pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, dans sa tête, il l'avait programmé en proposition 1, proposition 2, proposition 3, 4, 5, et puis ça va jusqu'à la 7e et dernière, qui consiste, le livre fait 50 pages, 60 pages. Et la proposition 7 n'a qu'une phrase, et c'est la phrase suivante: ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Eh bien, j'ai imaginé que le facteur cheval, c'est-à-dire celui que j'ai remis en selle pour des raisons que je n'ai pas encore expliquées, eh bien, se mette à lire ce bouquin. Après tout, Ferdinand Cheval est mort en 1924, la même année que Kafka. Il aurait pu avoir sous les yeux, quelque part, un jour, un exemplaire du Tractatus. Il aurait pu lire ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Eh bien, j'ai inventé un livre dont le sous-titre est le suivant, c'est « Fragments des investigations », ça s'écrit Z apostrophe, ensuite investigation, philo-zoophique du facteur cheval. Philo, je l'écris F-I-L-O, quelque chose comme ça, zoo, Z-O-O, et fic, bon, comme on veut, quoi. C'est-à-dire que je me moque un petit peu d'un titre plus savant et plus connu, et de livres de Wittgenstein, qui sont des investigations philosophiques. Donc au lieu du philosophique, j'invente le philo-zoophique. Et le titre lui-même s'appelle « Comment et taire ». Donc comment sur la première de couverture, taire sur la dernière de couverture. Et qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, on y voit un petit vélo, c'est cheval à vélo. Alors peut-être c'est le moment, je ne suis pas trop long là, je ne suis pas trop débridé, je laisse la bride à mon cheval. Maintenant, allons-y. Disons que, je pense, dans la fin des années 80, alors que, bon, angliciste d'origine, ayant fait de la linguistique, depuis Saussure jusqu'à Chomsky, bon, j'étais peut-être un des rares à pouvoir faire, là où j'enseignais, à l'université Paris 1, des analyses de tableaux au risque de la linguistique, si on peut dire. Je faisais de la sémiologie, pour ou contre une sémiologie de la peinture, etc. Des cours pointus qui faisaient qu'on me pensait, qu'on me trouvait intellectuel. J'étais comme tout le monde, naïf comme tout le monde, pas moins sensible que tout un chacun, parce que je m'occupais du sens comme sensé. Le sens comme sensible, le sens comme sensé, ça ne fait qu'un pour moi. En tout cas, l'un ne vaut pas plus ou pas moins que l'autre. Et donc, un jour, par boutade, je ne sais pas comment dire, l'ubie m'a pris, folie diront certains, l'ubie m'a pris de ressusciter le facteur cheval, c'est-à-dire un naïf, et de m'identifier à lui d'une certaine manière, par boutade.
Et quand, le jour où je me suis aperçu que le mot VELO n'était autre que l'anagramme en français d'un mot anglais qui est le mot LOVE. Et si j'ai mis ça en conjonction avec le facteur cheval, c'est que je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Ce cheval, quand il était sur son vélo, si tant est qu'il était sur son vélo, parce qu'il était plutôt à brouetter, à enfourcher une brouette pour ramasser des pierres et faire ce palais idéal qui a haussé son village de Haute-Rive jusqu'aux rives du Haut-Langage, celui de la poésie. C'est extraordinaire. Donc il portait son courrier, il ramassait des pierres, et puis il a fait ce qu'il a appelé le palais idéal. Alors je me suis dit, ce facteur cheval, quand il croyait faire la loi à son engin, à son vélocipède, en fait, il était mené par le bout des naseaux, par son désir tout simplement, mais qui y était caché parce que VOLO, c'est simplement du LOVO, VE caché dedans. En d'autres termes, ce mot anglais est incognito, logé, j'ai envie de dire lové, hein, et dans ce cas-là on est presque à vélo, lové, vélo. J'ai envie de dire qu'il est lové dans le mot français de la même manière que l'inconscient est pris dans les plis du conscient, dixit Freud. Et donc je me suis dit, il faut y aller, et il faut y aller en convoquant cheval, parce que ça m'a semblé trop beau, ce patronyme qui inscrit de l'animalité sur l'humanité, comme si l'animalité c'était la profondeur de l'homme. D'une certaine manière, je me suis dit que c'était, comment dire, du lacanisme avant la lettre, Jacques Lacan, hein, voilà, nous disant quelle est l'instance de la lettre dans l'inconscient, et notamment ce qu'il en est du nom du Père, hein, comme axe de tout le symbolique. Le nom, trait d'union, du, trait d'union, Père, etc. Et voilà comment je me suis retrouvé à faire un livre d'artiste qui est un fragment des investigations philosophiques du facteur cheval et qui s'appelle Commentaire. Alors qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, on y voit un petit vélo sans tête, mais c'est à qui Lou ouvre cet ouvrage et le feuillette d'y mettre la sienne, hein, et qui va explorer, lire la phrase en traduction française, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Alors il lit d'abord ce, puis D, C, E, D, O, N, T. Chaque fois, c'est une page transparente. Ce qui fait que non seulement on peut voir ce qu'il y a sur la page, mais on peut voir ce qu'il y a dans les pages en dessous. Cependant, si le petit vélo avance sur la ligne de la phrase qui est écrite en bas de la page, et en haut de la page, il y a une sorte de dessin, un dessin linéaire, et qui montre deux têtes de profil, deux têtes qui se font face, deux têtes d'hommes qui discutent, et une sorte de phylactère leur sort par la bouche, et ce phylactère prend une forme de bouche, et puis ensuite va s'aboucher à la bouche de celui qui est de l'autre côté. Phrase de Montaigne, la parole appartient aussi bien à celui qui parle qu'à celui qui écoute. Donc ils sont dans l'entreglose. Et de quoi discutent-ils? Eh bien, on s'en doute un peu, le phylactère a la forme d'une bouche féminine vue de face. Et on va comme ça, on empile les pages, et puis progressivement on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est coloré alors qu'on n'est que dans le noir et blanc. On est dans le graphisme, il n'y a pas de peinture là-dedans. Et or il se trouve que quand on arrive au milieu de la phrase et au milieu du livre, eh bien il y a une feuille de papier japon, c'est-à-dire très très mince. Et sur cette feuille, avec un fer à repasser, j'ai imprimé, en utilisant du pastel gras, j'ai imprimé une bouche féminine, enfin une bouche
à bouche que veux-tu, si on peut dire, proche du baiser possible. Et dans ce cas-là, tout à coup, on se doute qu'il y a quelque chose, plus on feuillette et qu'on arrive vers le milieu, et puis tout à coup on s'aperçoit qu'il y a une feuille volante. C'est-à-dire que dans ce livre, qui est un livre qui est à multiples, il est tiré à 20 exemplaires, eh bien il y a quand même une seule occurrence, un apax, comme disent les linguistes, un apax legomenon, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut être lu qu'une fois. Et c'est-à-dire c'est cette feuille qui peut se détacher et où l'on voit quelque chose qui échappe totalement au langage que ces deux hommes sont en train d'avoir. De quoi parlait-il? De l'altérité radicale, la plus radicale. Il parlait de l'identité de la femme, de la femme comme étant ce qui est le plus autre qu'il y ait pour eux, et qui, ce dont on ne peut parler, il faut le taire, hein, mais qui occupe la totalité de leur conversation, ou plutôt de leur sous-conversation, comme dirait Nathalie Sarraute, par exemple. Je pense que je donne un petit peu à voir qu'est-ce qu'on peut, de quoi on peut, il retourne dans cette salle. Et alors, j'en arrive maintenant à la dernière question que tu m'as posée, Corinne. C'est pour qu'est-ce que la grimpette? Parce qu'effectivement, il y a au moins une œuvre, ou deux peut-être, je crois, en ce moment exposée, et qui porte ce titre, Fragment des collections de grimpettes du facteur cheval. Le mot rien, rien. Oui, j'ai envie de parler de que vaut-il? C'est un vaut-rien, dirait un de mes amis qui s'appelle Michel Salzman. Le mot rien m'occupe beaucoup, et notamment à la lecture des écrivains. Par exemple, il y a une lettre de Gustave Flaubert, je crois que c'est de janvier 1852. Il écrit ça à sa compagne, sa maîtresse, qui s'appelle Louise Collet. Et il lui écrit « J'ai envie », il dit « Ce qui serait beau, me semble-t-il, c'est de faire un livre sur rien. J'ai envie de faire un livre sans sujet. Il n'y aurait rien d'autre. » Bon, alors ça c'est un. Si on va voir du côté de Fernando Pessoa, bon, c'est-à-dire mort en 1935, après ça va, celui qui a écrit sous plusieurs pseudonymes, des hétéronymes, on s'en est aperçu quand il était mort, etc. Il y a un texte qui s'appelle Bureau de tabac, je crois, et là-dedans il dit « Je suis rien, je ne serai jamais rien, et pourtant, j'ai pas envie d'être rien, en gros. J'ai tous les rêves du monde dans la tête. » Bon, enfin, donc, c'est une première page qui tourne autour du mot « rien ». Et il me semble que ça peut être... Et ça, je suis en avance sur ce que je dirai demain, quand je vais parler dans le cadre de le livre en question, je vais parler de Edmond Jabès. J'ai été là, enfin, Edmond Jabès m'a honoré de son amitié dans les années 1970-1980. Je l'ai rencontré souvent chez lui pour lui parler de mon travail de peinture. J'en parlerai mieux demain. Et ce que je crois avoir compris de Jabès, c'est que nous n'avons, enfin dit-il, en tant que poète, en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, nous n'avons rien à transmettre, mais que ce rien, c'est tout ce que nous avons. C'est-à-dire, de ce rien, nous faisons notre tout. Mais sachant que nous n'avons rien à transmettre, comme message du moins, eh bien, nous en faisons de ce rien, une plénitude. Et c'est à partir de là qu'on peut faire quelque chose. Et il m'a semblé que le facteur cheval, le mien, c'est-à-dire celui que j'ai introduit en fiction, que j'ai réintroduit sur la scène de la peinture, sur la selle d'un vélo, eh bien, de temps à autre, fait des efforts pour se hisser vers le ciel. Et son point d'appui, eh bien, c'est tout simplement les lettres du mot rien. C'est-à-dire,
Et il y a comme ça, j'ai toute une série en cours. Et en fait, quand je fais une série, elles sont en cours ad vitam aeternam. Je pourrais ne jamais m'arrêter. D'ailleurs, même un seul tableau, c'est Michel Foucault qui disait qu'un tableau est toujours déjà une série de tableaux. Et moi, quand je m'engage dans une série, je pourrais continuer pendant longtemps. Et donc, ces fragments des collections de Grimpette du facteur Cheval, il m'a semblé qu'elles avaient leur place à cheval sur la fenêtre, puisqu'il s'agit de grimper du bas de la fenêtre en haut de la fenêtre pour essayer de grimper jusqu'au ciel. Pas d'escalade, la seule escalade qui vaille la peine d'être, c'est celle qui permet à l'homme de se surmonter lui-même, qui donne, comme disait Pascal, l'homme passe infiniment l'homme, et j'ai pas besoin de l'arrière-monde, enfin de l'illusion que propagent notamment les religions, pour penser que ça c'est très important, et que les collections de Grimpette, par antiphrase, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Si l'on pense par exemple au mont analogue de René Daumal, eh bien c'est une Grimpette qui permet de monter jusqu'à ce mont analogue dont le sommet est analogue au sommet de l'esprit. Je m'arrête là peut-être. Alors, je parlerai d'abord du titre de ce tableau, c'est « La nuit travaille en étoiles ». C'est un titre qui m'est suggéré tout simplement par la lecture de Gaston Bachelard dans un livre qui s'appelle « La psychanalyse du feu ». Bachelard dit qu'il y a une différence entre le rêve et la rêverie. Il dit que le rêve oublie son chemin en marchant, tandis que la rêverie travaille en étoiles. Et donc ce tableau porte un titre qui s'appelle « La nuit travaille en étoiles ». Mais la nuit travaille en étoiles, c'est soit la nuit qui s'illumine, soit c'est on peut mettre une virgule après la nuit en disant « La nuit, virgule, travaille donc en étoiles ». Autrement dit, le travail est soit un indicatif présent, soit un impératif. C'est-à-dire, la nuit, faites l'amour plutôt que la guerre. En gros, c'est ça. Et on y voit tout simplement un couple en train en pleine action, et le tout sous le regard d'un cheval qui est voyeur. On voit par exemple au milieu quelqu'un qui transporte, qui se fait aider par quelqu'un que l'on voit. La palissade qui est là, c'est celle qui est en ce moment exposée ici, là. Et je l'ai utilisée le 16 juin 1984. Le 16 juin 1904 est une date célèbre dans la littérature anglaise. C'est une journée qui se passe dans les rues de Dublin et aussi dans les pages du livre Ulysses de James Joyce. Il a imaginé ce qui arrive à quelqu'un qui s'appelle Bloom, de son nom, et Léopold de son prénom. Léopold Bloom se balade, il va un peu à tout, à droite, à gauche, pour la première fois dans la littérature anglaise, ce qui est le plus quotidien. Par exemple, s'il a besoin d'aller aux toilettes, eh ben, il va aux toilettes. À un moment donné, il va même au bordel. Bon. Et donc, il y a des choses très quotidiennes. Et c'est une sorte de jour du jugement dernier, mais ordinaire. Le jour du jugement dernier, en anglais ça se dit Doomsday. Cette journée du 16 juin 1904, les historiens de la littérature l'appellent le Bloomsday, c'est-à-dire qu'il y affronte quelque chose que n'importe qui pourrait affronter dans cette journée-là. Or, dans la vie de James Joyce, il semblerait que ce soit à cette date qu'il ait rencontré sa femme, Nora Barnacle. Alors bon, ce qu'ils ont fait exactement ce jour-là,
ce n'est pas forcément dit, mais il a fictionné cela, il l'a fait fonctionner, ce qui lui est arrivé en plus, il appelle ça une épiphanie, c'est-à-dire ce qui apparaît en plus. Apparaître, c'est phanestai en grec, hein, et donc c'est de phanie, de épiphanie, et en plus, en supplément, c'est épi. Donc, dans cette ordinarité de la journée, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'une femme lui a dit oui, tout simplement. Il y a écrit « Portrait of a man who gave food to the birds ». Portrait de l'homme qui donnait de la nourriture aux oiseaux. Cela, il m'est venu à l'idée de le mettre en anglais parce que c'est la version anglaise. La version française, je l'ai vendue. Parce que tu vois, la lettre food, il y a F-O-O-D. C'est-à-dire qu'il a 4 mains ou 4 bras parce qu'il y a 4 lettres dans le mot food. La version française, c'était nourriture, ça fait N-O-U-R-I-T-U-R-E. Je sais, ça en fait une dizaine, tu comprends? Alors ensuite, il donne de la nourriture aux oiseaux. Alors les oiseaux, en anglais, c'est birds, donc il y a B-I-R-D-S. Mais si tu regardes bien à quoi ressemblent ces oiseaux, si tu regardes cette forme-là, ou à l'inverse celle-là, on s'aperçoit que c'est toujours le même oiseau, et en fait, c'est le corps de l'être de ces oiseaux-là, c'est le cœur de la lettre Aleph en hébreu. La lettre Aleph consiste à quelque chose qui a une sorte de torsion, comme ça, et qui est entre 2 autres signes. Il y a 3 signes, hein, c'est celle du milieu. C'est-à-dire qu'il nourrit l'oiseau, les oiseaux qui appartiennent, bien que les lettres anglais, qui appartiennent à l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire autre chose. J'avais envie de dire tout simplement ça comme ça.